Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Caroline Campeau qui possède une maîtrise en intervention en toxicomanie et participe à la campagne Pause où on fait la promotion de l'utilisation équilibrée d'Internet et des écrans. Son travail sur l'hyperconnectivité font d'elle une référence rare sur le sujet au Québec. Bienvenue à l'Informel tout le monde. Bienvenue à Caroline Campeau, mon invité. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui, c'est bien apprécié. Ça fait plaisir, merci. J'ai eu la chance d'entrer en contact avec toi parce que j'ai pris connaissance du site web posetonécran.com, un super bon site web. J'ai bien apprécié l'information qu'il y avait là. On y reviendra, mais il y a un terme qui revient lorsqu'on lit sur le site et c'est un terme que je ne suis pas très familier avec. Puis j'en profite d'entrée de jeu peut-être pour que tu pourrais nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'hyperconnectivité. Oui, tout à fait. Puis c'est pas le seul qui n'est pas familier avec ce terme-là. C'est vraiment comme un nouveau terme. Ouais, hein? Étant donné l'omniprésence des écrans, on est dans un monde qui est hyper connecté. Hein. Donc, on ne peut plus vraiment se dissocier de ça, de la technologie. C'est là 24 heures sur 24, l'Internet, le Wi-Fi est partout. Et donc, ça fait référence aux risques qui sont liés à cette hyperconnectivité-là. Parce qu'il y a des avantages, il y a des bienfaits, ça, on les connaît assez bien. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des désavantages. Et donc, il faut essayer de se trouver là, un équilibre dans tout ça. Puis cet équilibre-là, j'imagine, n'est pas facile à trouver. Hein. Non, c'est ça. C'est certain que c'est pas évident. Et c'est ça. En contexte de pandémie, c'est encore plus difficile. Par contre, la technologie doit nous servir. Hein. C'est comme des outils. Donc, il faut s'assurer que c'est à notre service et non pas l'inverse. Puis, il y a quand même des moyens là, qu'on peut utiliser pour essayer de reprendre le contrôle quand on finit par le perdre un petit peu. C'est normal qu'on le perd, là. C'est sûr qu'on y reviendra au contexte de la pandémie parce que j'imagine que, bon, le phénomène je sais que le phénomène existait avant qu'on soit dans le contexte qu'on est là. Donc, ça date de quand? Quand est-ce qu'on a commencé là, à réaliser que nos outils là, qui sont bien pratiques, ils peuvent causer aussi des problèmes? Ou qu'on a commencé à étudier le phénomène? Oh, c'est assez récent, je dirais. Peut-être que c'est à peu près, même pas une dizaine d'années, peut-être même en bas de ça, 6-7 ans, là, que ça a commencé vraiment à sonner des cloches. Parce que la technologie, là, comme je mentionnais, c'est ça, cette omniprésence-là, c'est quand même assez récent. Là. Moi, je me rappelle quand j'avais 17-18 ans, je pense que j'avais encore un téléphone qui était un genre de flip phone, pas un téléphone intelligent du tout. Donc, tout ça, là, ça date d'à peu près 10 ans là, qu'on est connecté dans nos poches. On a le Wide Web au complet. Là. Et donc, les risques qui sont liés avec cette accessibilité-là se sont agrandis récemment. Et c'est là que certains chercheurs se sont penchés sur la question, ont commencé à remarquer là, qu'il y avait des impacts négatifs. Donc, tout ça est assez récent. Je pense qu'on, même année après année, on réalise autre chose. On en vient à voir la problématique différemment et on essaie de répondre là, finalement à ces nouveaux enjeux-là. J'imagine aussi, plus le temps va avancer, plus on va en connaître. Peut-être ça veut dire qu'on est comme. Vu que c'est si récent, j'ai l'impression peut-être qu'on ne sait même pas tout encore c'est quoi les impacts. Ah non, tout à fait. À long terme, comme par exemple les enfants qui sont nés en ce moment, aujourd'hui, mon fils n'aura pas connu une vie sans écran. C'est quelque chose qui va avoir vu partout, qui va faire partie de tous les nouveaux gadgets qui vont sortir et tout ça. Donc, une vie sans connectivité Internet, tout ça, il ne connaîtra pas ça. Et donc, à long terme, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça, on ne le saura pas non plus. Par contre, moi, je reste positive dans tout ça parce que je pense qu'on est en train de réaliser, comme je mentionnais, que c'est des outils et qu'on veut que ça soit à notre service. Donc, on va se reprendre, on va remettre là, le balancier là, par rapport à ça. Là. Un peu apprendre à vivre avec ça, dans le fond. Oui, c'est ça, apprendre à composer, oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est comparable? Parce que, tu sais, souvent, on va l'entendre dans des conversations, là, on va dire, ben oui, mais moi, dans mon temps, il est arrivé la télé. Moi, dans mon temps, il est arrivé les jeux vidéo. Moi, je suis un enfant des années 80, il est arrivé le Nintendo, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est comparable à ça, par exemple? Parce que des fois, mon impression, c'est qu'on va minimiser un peu peut-être le problème, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, tu me corrigeras. Mais où est-ce qu'on va se dire, ben regarde, dans mon temps, il y en a eu des affaires, puis on est tous vivants encore. Ou bien si la problématique est plus sérieuse que ce qu'on a connu, pour revenir encore une fois à l'exemple de la télé ou des jeux vidéo.
C'est pas, non, c'est ça, tout à fait. Je pense que c'est pas comparable. Le Nintendo qu'on avait, où on avait, par exemple, un game over, où on laissait la manette là, on partait, on faisait autre chose, on y revenait plus tard. Ça, c'est des choses que maintenant, comme je mentionne, l'accessibilité en tout temps, c'est comme si Nintendo, il nous suivait à l'extérieur, il nous suivait partout. Et en plus de ça, il nous sollicite en nous disant qu'on est en train de manquer quelque chose puis qu'on pourrait se reconnecter. Et donc, c'est ça, le marketing derrière, en fait, les jeux vidéo, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pas la même chose que c'était là, il y a 10, 15 ans quand ça a commencé. Et donc, c'est ça, les impacts négatifs ne sont pas comparables. Puis l'important, c'est d'en être conscient. D'être conscient qu'il y a des gens qui travaillent derrière nos écrans pour nous garder en ligne le plus longtemps possible, puis de s'assurer de ne pas être finalement contrôlé par ça, comme je mentionnais. Là. J'imagine que tu as vu le documentaire de Social Dilemma sur Oui, Netflix. tout à fait. Ouais. Ouais. J'en ai parlé à une autre émission il y a quelques semaines de ça. Et puis, peut-être qu'on pourrait en parler, là, parce que tu viens de souligner rapidement, mais c'est quoi qui se passe exactement? Qu'est-ce qui fait justement que notre attention est toujours ramenée à vouloir consulter nos appareils? Bien, c'est ce qu'on appelle l'attrait des écrans, donc l'économie de l'attention. Il y a des gens en arrière là, de nos écrans qui travaillent finalement, comme je mentionnais, là, pour nous garder en ligne le plus longtemps possible parce que eux, ça leur rapporte quelque chose, ça leur rapporte là, finalement de l'argent, là, des données et tout ça et plein de choses. On ne rentrera pas dans tous ces détails-là. Mais dans la manière que c'est fait, il y a des couleurs qui nous attirent, il y a des sons qui nous attirent, il y a de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, la peur de manquer quelque chose de potentiellement intéressant qui nous attire aussi, qui fait qu'on veut constamment regarder et on est constamment sollicité à l'inverse aussi. Là, c'est sûr que moi, je dirais que c'est possible aussi d'aller dans nos paramètres, de faire le ménage de tout ça, de s'assurer de ne pas être sollicité constamment. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un travail qui est fait pour nous garder en ligne. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient aussi qu'on a le choix de les fermer, là, finalement. Mais toi, tu es formé en toxicomanie, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il y a... comment ça se compare par rapport à, mettons, quand on vient qu'avoir un problème, ce qu'on va considérer qu'on a une addiction à notre appareil, là, en quoi ça se compare par rapport à une drogue conventionnelle qu'on connaît davantage, mettons? Est-ce que c'est la même chose qui se passe dans notre cerveau? Ça ressemble à quoi? Oui, bien, je ferais la comparaison plus avec les addictions comportementales, comme par exemple le jeu d'hasard et d'argent. Ah, okay. Donc, c'est plus en lien avec ce qu'on appelle les récompenses variables. Alors, de temps en temps, je vais regarder, par exemple, sur Facebook. Là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais souvent, ça nous dit une notification. Des fois, il y a quelque chose d'intéressant. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il nous redit quelque chose qu'on sait déjà que ça fait 2 fois qu'on regarde. Là. Mais c'est variable. Donc, c'est cette espèce de est-ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant? Puis ça vient jouer avec la dopamine, finalement, le circuit de récompense qu'on a dans le cerveau qui vient nous procurer du plaisir. Et donc, on veut aller chercher ce plaisir-là, finalement. Et de la même manière qu'on va jouer, on va dire, avec un appareil de loterie vidéo, et on va appuyer et on va avoir quelque chose d'intéressant. Des fois, on n'aura rien, mais des fois, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vraiment cette espèce de mécanisme-là, de désir d'avoir cette récompense-là qui ils vont venir jouer avec, là, finalement. Donc, qui est comparable aux substances même. Les substances vont venir déclencher de la dopamine aussi dans notre cerveau. Donc, ça vient jouer avec ce même circuit-là. Fait que c'est donc dire que quand on parle d'addiction, on n'exagère pas le mot. Là. C'est vraiment, il existe vraiment une addiction à l'appareil. Oui, c'est sûr que c'est ça, du point de vue clinique, en ce moment, comme on mentionnait, c'est un phénomène qui est tellement récent, ça a besoin d'être étudié encore davantage, mais clairement, au niveau du cerveau, ça peut emmener là, une personne à vraiment devenir dépendante. Ça, on le sait, il y a des critères au niveau de la cyberdépendance là, qu'on peut quand même essayer de voir là, si quelqu'un est affecté de cette façon-là, parce que oui, c'est comparable. Bien, parlons-en. Ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, souvent, quand on est addicté à quelque chose, on va avoir du déni, entre autres, fait qu'on ne va pas vraiment s'en rendre compte, ou sinon, on va se le justifier. Ben non, c'est correct, je l'utilise raisonnablement, mon appareil. C'est quoi les signes qu'il faut être à l'affût de?
Il y aurait quatre composantes, en fait, là, pour essayer de rester vigilant. C'est sûr qu'il y a une utilisation excessive. Là, maintenant, qu'est-ce qui est une utilisation excessive? Ça peut être... c'est ça, exactement. Ouais. Ça peut être difficile à savoir, surtout quand on parle des écrans en lien avec le travail, des écrans en lien avec le loisir. Donc là, maintenant, on va se concentrer plus sur les écrans dédiés au loisir, qui est plus quelque chose que nous, on contrôle, là, finalement. Par exemple, il y a une étude là, de la Direction régionale de la santé publique de Montréal qui a dit que vraiment, quand on utilise les écrans pour des fins de loisirs au-delà de 4 heures de temps, okay, dans une journée, il y a des effets marqués sur la qualité de vie, okay, que ce soit la détresse psychologique, que ce soit l'insomnie, que ce soit physiquement comment on se sent. Tout ça, il y a un lien direct. Donc, quand on est au-delà de 4 heures par jour, okay, c'est un exemple. Mais c'est sûr que je ne veux pas qu'on s'arrête juste au temps parce que, comme tu le mentionnes, c'est quelque chose d'individuel. La personne doit essayer de voir est-ce que je passe trop de temps sur les écrans ou non. Est-ce que ça commence à être au détriment de mes relations, de mon travail, du temps que je dois dédier à l'école, par exemple? Donc, c'est ce genre d'évaluation-là que la personne doit être capable de faire aussi. Mais pour en revenir aux composantes, donc c'est vraiment une utilisation excessive. Il va y avoir un état de manque aussi quand la personne n'est pas en ligne. Il va y avoir une tolérance qui va s'installer, ce qui veut dire que la personne va rechercher à le faire, à faire l'activité en question de plus en plus souvent, okay? Ou de différentes façons. Donc, la surstimulation fait que c'est moins intéressant. Donc, d'autres manières d'aller là, se stimuler par rapport à son activité en ligne. Puis ça peut être le jeu vidéo, ça peut être les médias sociaux, ça peut être différentes choses aussi. L'achat en ligne aussi vient rentrer dans ça. Et donc, aussi, vraiment, il doit avoir, pour que ça soit considéré une cyberdépendance, il doit avoir des problèmes, des conséquences sévères dans la vie de la personne. Là. Donc, ça aussi, là, c'est important. Puis encore une fois, c'est la personne qui doit réfléchir à ça, réfléchir à l'impact, ou le parent, si on parle d'un jeune. Mm-hmm. Je peux imaginer aussi que peut-être que tout ce qui est en dehors de ton appareil devient aussi comme plate et banal, comme c'est plus intéressant. Oui, exactement, parce qu'on est tellement stimulé, donc constamment, le cerveau est comme bombardé de nouvelles informations, de nouvelles choses, de nouvelles couleurs. Que juste, c'est ça, juste regarder, là, ça me fait penser, je ne me rappelle plus où j'avais entendu parler de ça, mais de l'effet que les images qu'on voit, que les enfants voient par rapport à la nature, souvent, s'ils vont visiter cet endroit-là, ils deviennent comme un peu déçus parce que la nature n'a pas de filtre, n'a pas nécessairement les couleurs flamboyantes qu'on voit donc sur nos écrans. Alors, c'est ça, c'est ce genre de choses-là aussi. Ça peut emmener une personne à se sentir comme plus ennuyée peut-être plus facilement. Donc, c'est sûr, ça dépend dans quelles conditions, là, mais oui. Et il n'y a pas aussi un peu le même phénomène qui se fait, encore là, je pense que c'est dans Social Dilemma que j'avais vu ça, où est-ce que notre propre image de soi aussi, comme là, tu parles de l'image le réel, mettons, de la nature, mais notre propre image de soi, vu qu'elle est toujours, où elle peut être facilement filtrée par rapport à nos applications, tout ça, que ça aussi, ça vient causer des problèmes. Oui, tout à fait. Au niveau de l'estime de soi aussi, la comparaison avec les autres, hein, c'est quelque chose qui est très fort, sauf qu'on compare avec des images ou des idées de personnes qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, c'est ça. Ça peut venir jouer vraiment avec comment la personne se sent, son estime personnelle, surtout au niveau des jeunes qui sont beaucoup plus facilement influencés là, par ce genre de comparaison-là. Mais il n'y a pas comme quelque chose aussi qui arrive avant, je ne sais pas, parce que j'essaie de comprendre des fois quand je vois ça, là, des exemples comme celui-là, pourquoi est-ce qu'on en est là, dans le sens que pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de dire « Ah, ben je vais filtrer mon visage pour qu'il apparaisse, qu'il ait l'air de telle chose. » J'ai un petit peu difficulté à saisir pourquoi est-ce qu'on veut embellir notre personne ou embellir le paysage alors qu'il peut juste être comme qu'il l'est, tu sais. En même temps, on veut montrer notre meilleur jour, hein, je pense. Aussi, là, à ce moment-là, ça peut être dans la manière qu'on communique avec les gens, dans les échanges qu'on a. Est-ce qu'on a cette pression-là de vouloir bien paraître? Ça va loin là, dans les normes sociales, je pense, si on rentre dans cette conversation-là. Mais je pense aussi
c'est ça que je dis quand je dis que je reste positive aussi par rapport à ça, c'est que nos jeunes aujourd'hui, il y a aussi une espèce de ce qu'on appellerait comme un counterculture, là, où ils veulent aussi parler des vraies choses, ils veulent parler de leur vraie apparence, ils veulent aussi parler de comment ils se sentent. Donc, je pense qu'il y a comme en parallèle deux côtés à ça, parce qu'ils voient peut-être aussi à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux, que c'est pas toujours vrai. Donc, il y a un désir d'essayer de se départir de ça aussi, je pense. Mais pourquoi est-ce qu'on est influencé dans ce sens-là? Je ne pourrais pas vraiment répondre. Tu as parlé de recherche tantôt. Là. Je me demande où est-ce qu'on en est dans les recherches parce que tu disais que c'est un phénomène nouveau. Est-ce qu'on investit assez pour faire les recherches dont on a besoin justement pour un peu comprendre le phénomène davantage puis savoir comment dealer avec ça? C'est sûr que là, en plus, en ce moment, avec le contexte qu'on vit actuellement, on ne peut pas s'en dissocier. Donc, ça va être nécessaire de revenir et de réinvestir là, dans le sujet, en fait, comme tu mentionnes, quand ça va devenir une priorité. Mais je veux dire, c'est une priorité parce qu'en plus, la pandémie vient, je pense, agrandir là, cette problématique-là là, aussi. Mais tout pour dire que, par exemple, ce que tu mentionnais, là, le site la campagne Pause, le site pausetonecran.com est financé par le secrétariat à la jeunesse. Donc, ils ont décidé vraiment d'investir pour essayer d'outiller les parents, d'outiller les jeunes et de les aider à trouver un équilibre dans cette nouvelle réalité-là. Donc, j'ai l'impression que de plus en plus, ça devient un enjeu de santé publique. On s'en rend compte, les recherches le démontrent, ce qui fait que finalement, le gouvernement, les ministères, tout ça, décide d'investir pour essayer de changer les choses, essayer d'aider la population là, à composer avec tout ça. Ouais, je pense qu'on est rendu à un stade où on ne peut plus vraiment l'ignorer, dans le fond. Là. Non, exactement. Mais c'est assez spécial aussi parce que j'ai l'impression que même les Facebook de ce monde et tout ça, ils en sont conscients d'une part, comme tu disais, pour profiter de la situation puis amener de l'argent au moulin. Mais aussi, exemple, dans les dernières années, il y a des applications où Apple a sorti, tu peux suivre ton temps d'utilisation et tout ça. Fait que je pense que d'un regard positif, il y a peut-être, c'est le fun de voir que les compagnies eux-mêmes sont capables de reconnaître que, OK, voici, il y a peut-être un problème, donc voici des outils pour vous aider. Oui, j'aurais comme un bémol à apporter par rapport à ça, mais oui, c'est sûr que les compagnies vont répondre. Ils le font un peu sur le tard. Je dirais qu'il y a des applications qui avaient déjà été développées par d'autres, donc de manière plus objective, qui permettaient de mettre des limites, qui permettaient de bloquer certaines applications qui sont trop chronophages, comme on dit, comme Facebook, comme Instagram et tout ça. Donc, de contrôler tout ça. Et là, Apple a dit, mais attendez une seconde, nous-mêmes, on va vous offrir cette possibilité-là à travers nos paramètres de téléphone. Mais par contre, ils ne nous offrent pas nécessairement toute la gamme de ce qu'on pourrait faire avec d'autres applications. Donc, ça peut être intéressant quand même d'aller voir les applications qui existent de contrôle de ton appareil, qui ne sont pas liées nécessairement à la compagnie qui produit l'appareil. Mais est-ce que si on vient qu'à parler, là, on rentre dans des termes comme addiction et ces choses-là, en quelque part, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une certaine réglementation? Parce que, tu sais, exemple, il y a de la réglementation qui est faite pour des publicités envers les enfants. Mais là, tu sais, il ne semble pas avoir rien qui réglemente le fait que tu peux envoyer autant de publicités que tu veux à l'écran d'un enfant de 10-12 ans, par exemple. Oui, tout à fait. Et aussi que, comme parce que ce que tu mentionnes, ça me fait penser, il y a eu un recours collectif. Je ne sais pas où c'est rendu, comment que ça s'est passé, tout ça, là, les détails, mais j'avais fait une entrevue par rapport à ça pour Epic Games, qui était ceux qui créent Fortnite pour les jeux vidéo. Et parce que les parents n'étaient pas conscients de l'impact que ça allait avoir sur leur adolescent, sur leurs jeunes. C'était pas clairement dit. Pareil comme ce que tu mentionnes sur un paquet de cigarettes, par exemple. C'est vraiment
écrit. L'information est claire. Il y a une mise en garde. Donc, une mise en garde qui devrait être mise sur les jeux vidéo. C'est sûr que là, on va me dire, oui, mais il y a un classement, bon, pour tous, pour personnes âgées de 16 ans et plus et tout ça, mais ce n'est pas nécessairement la même genre de mise en garde, donc qui serait mis si c'était réglementé par le gouvernement. Alors oui, en effet, je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être analysé, là, puis de voir comment on pourrait réglementer, s'assurer que les compagnies offrent clairement des mises en garde aux parents et aux gens concernés pour savoir finalement on fait face à quoi. On fait face à quoi? Surtout quand on parle, on en est conscient maintenant qu'il y a des psychologues qui travaillent pour ces compagnies-là pour s'assurer là, finalement de nous accrocher le plus possible. Alors, est-ce que nous, on peut être préparés à ça? Donc, en tant qu'acheteur ou en tant que joueur, je pense que c'est important. Mais en quelque part aussi, j'imagine que si on parle dans le contexte des enfants, les parents aussi, on a un rôle quelque part là-dedans aussi. Oui, tout à fait, mais c'est difficile de faire ce rôle-là si on ne sait pas on est face à quoi. Donc, c'est là aussi. Et même nous, dans le but de la campagne Pause, c'est d'outiller les parents, mais si les parents ne sont pas conscients que ces outils-là existent, donc on doit diffuser cette information-là. C'est quelque chose que je pense qu'on commence à faire, mais il faut continuer. Il faut continuer dans la bonne direction. Mais est-ce qu'on en fait suffisamment? Dans le sens que là, ça, c'est une petite initiative, mais on peut voir facilement le gouvernement comment il peut être agressif, entre autres en publicité, là, on le voit bien avec la COVID, là, mais dans d'autres contextes, il y en a eu pour le jeu à l'époque, il y en a eu pour l'alcool au volant, le tabac, etc. Je pense que peut-être qu'il faudrait investir là-dedans de la même façon, peut-être. Oui, tout à fait. Sauf que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est fait après les faits. Donc, par rapport, on va dire, à l'alcool, par rapport aux jeux d'hasard, c'est après s'être rendu compte de l'impact sur la société depuis longtemps qu'il y a une réponse. Mais déjà là, comme je mentionne, étant donné qu'il y a déjà des sommes qui sont investies, donc, d'après moi, ils commencent à voir vraiment plus clairement, à voir plus clairement le problème et à voir le besoin, là, finalement, d'investir pour la recherche aussi, parce que vraiment, pour être capable d'émettre des recommandations très claires ou de réglementer, bien, il faut avoir de la recherche aussi qui est faite. Donc, exactement. Donc, il faut financer aussi ce domaine-là. Oui. J'ai eu une conversation avec une psychologue qui me disait, pour venir au contexte là, de pandémie, là, elle me disait que dans la dernière année, là, elle a travaillé auprès des jeunes. Et puis, elle me dit que dans la dernière année, là, c'est rendu à peu près 8 sur 10 de ses patients que les problèmes sont reliés aux écrans. Est-ce que tu observes la même chose de ton côté? Est-ce que c'est à ce point-là? Je ne pourrais pas te dire, étant donné que, bon, je travaille plus vraiment là, au niveau terrain. Sauf que ce qu'on entend, ce que j'entends des gens qui travaillent, c'est exactement la même chose que tu mentionnes. Donc oui, relié beaucoup aux écrans, relié beaucoup aux médias sociaux aussi. Il y a juste une étude qui est sortie dernièrement qui mentionnait que environ 20% des jeunes en bas de 30 ans disent avoir vécu de l'angoisse, de la déprime par rapport à leur utilisation des médias sociaux. Okay? Donc ça fait 1 sur 5. 1 sur 5 qui a des expériences négatives qui peuvent être envahissantes aussi éventuellement. Puis là, on ne sait pas nécessairement jusqu'à quel degré. Et donc, puis encore une fois, c'est toujours à peu près, les chiffres sont grandissants de plus en plus et surtout liés à la pandémie. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de données spécifiques à la pandémie parce qu'encore une fois, c'est tellement récent. Mais d'après moi, c'est ce qu'on va entendre aussi parce qu'on s'est réfugiés dans nos écrans étant donné qu'il y avait un manque là, de tout, là, finalement. Donc, les gens qui vivaient déjà des difficultés, les jeunes qui vivaient déjà des difficultés, ça s'est probablement agrandi, là, finalement. Aggravé, c'est ça, exactement, oui. Puis c'est pas minimiser, j'insiste de dire ça, que c'est pas minimiser là, ce qui se passe présentement. Là, on veut pas, je veux pas dire que bon, le virus, c'est pas grave et tout ça. C'est sûr, il faut prendre des mesures et tout ça, mais d'un autre côté, il y a souvent l'Association des pédiatres au Québec se sont prononcés, entre autres, pour le retour en classe, pour le retour des élèves
dans un milieu plus normal. Est-ce que, de ton côté, tu dirais que c'est effectivement un avantage ou que ce serait vraiment important de considérer le plus possible de pouvoir garder nos élèves dans les écoles, dans le contexte, ne sachant pas, ou en sachant plutôt les impacts possibles du confinement, puis d'être justement toujours devant les écrans, là? Mais comme tu mentionnes, c'est sûr que c'est difficile de se prononcer par rapport à ça parce qu'il y a tout l'enjeu de la pandémie, il y a l'enjeu de la COVID et tout ça derrière leur décision, là, la raison pour laquelle ils décident de laisser les jeunes aller à l'école ou de les retenir à la maison. Sauf que c'est sûr que de l'autre côté, de revenir à la maison a quand même son lot d'impact parce qu'on a un nombre d'heures devant les écrans encore plus grand. Et après ça, ben, les jeunes ont besoin de socialiser. Là. Pareil comme nous, en fait, en tant qu'adultes, c'est la même chose. On a besoin de socialiser. Donc, où on va socialiser? À cet âge-là, là. Oui, exactement. Donc, où ils vont le faire? Ils vont le faire à travers leurs écrans aussi. Et donc, c'est ça. C'est sûr que il y a eu même dans l'actualité, ils ont parlé beaucoup de la haine à travers les médias sociaux parce que c'est tellement facile derrière un écran d'agir différemment, d'avoir un comportement des fois, c'est ça, qui peut être, je veux dire, très méchant. Là, et déjà là, les jeunes, entre eux, on sait que ça peut facilement, là, finalement, se retrouver dans des situations qui sont difficiles, encore plus quand que c'est fait à travers un écran comme interaction. Donc, c'est ça. Ça a son lot d'impact, de risques dans la vie de ces jeunes-là, mais en même temps, de les envoyer à l'école aussi peut avoir un lot de risques différents. Donc, c'est difficile de savoir quoi faire, c'est quoi la bonne solution. Hein? C'est ça, exactement. Il n'y en a pas vraiment tant que ça, mais par contre, on peut aborder le sujet, puis je pense que ça, c'est la chose la plus importante, c'est d'en parler avec nos jeunes, d'en parler quand on voit qu'il y a quelque chose de potentiellement qui se passe ou quand on aborde le sujet dans les médias, on peut en profiter, c'est une porte ouverte pour aborder le sujet avec nos jeunes puis voir si c'est quelque chose qu'ils ont vécu, parce que ça se peut très fort probablement qu'ils ont vécu ça dernièrement. Donc, oui. Le côté positif, peut-être aussi, c'est c'est peut-être moi, là, mais j'ai l'impression qu'on en parle peut-être plus présentement que qu'est-ce qu'on faisait avant. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est un impact, c'est ça, probablement très positif de la situation. C'est qu'on le sait qu'on est tous en ligne, on le sait que le virtuel est là, donc on a plus tendance, c'est ça, à aborder le sujet. Par contre, des fois, les parents aussi, surtout avant, je pense, avant, c'était une question de temps, toujours de temps d'écran. OK? Et je pense que s'il y a une chose que je peux dire, c'est que c'est important aussi de parler de contenu, de type de contenu. Étant donné qu'on le sait qu'on est de plus en plus en ligne, ben, il y a des contenus qui vont nous faire du bien, puis il y a différents contenus qui peut-être ne nous feront pas autant de bien. Donc, c'est peut-être d'amener de nous-mêmes à évaluer qu'est-ce qui nous apporte du bien-être, puis aussi d'aider nos jeunes à le faire aussi. Là. Avec une façon différente de l'utiliser. Écoute, Caroline, ça fait déjà un premier 30 minutes qu'on discute, fait que je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient via Ma TV Outaouais, ou sinon si vous êtes sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est disponible sur le web, sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre, sinon au tvc.qc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci. Fait que, pour renchérir là-dessus, là, est-ce que, parce que là, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans le fond, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est qu'une fois, mettons qu'on va sortir de Dieu merci, le jour où ça va arriver, où on va retourner à une vie plus normale, on va être capable de prendre du recul puis étudier ce qui s'est passé. Mais il est comme un petit peu trop tard, j'ai l'impression, pour agir sur qu'est-ce qu'on vit présentement. Fait que est-ce que, dans le cercle professionnel, est-ce qu'il y a un peu comment je dirais ça, un genre de, je dis un terme anglais, mais brace yourself, comme, tu sais, on va sortir de là, mais il va y avoir encore un gros impact, il va falloir dealer avec une fois que ça va être terminé, parce que j'imagine que les problèmes que ça peut créer, bien, il y en a présentement, mais ça va perdurer, là. Tout à fait. Je pense que de notre côté, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de continuer à aborder le sujet, de continuer à aborder les solutions aussi. Donc, je pense que peut-être c'est ce que tu mentionnais aussi, on est plus conscient
peut-être des risques. On est plus conscient un peu des désavantages des écrans, des méfaits là, qu'on dit. Mais par contre, quoi faire? Hein? Puis on sent aussi que les gens sont dépassés, qu'ils ne savent plus, puis qu'ils abandonnent un peu la bataille par rapport à ça. Puis je pense que c'est là que c'est important d'amener des solutions, de trouver une façon de faire passer le message qu'on peut quand même essayer de garder l'équilibre dans tout ça, même si c'est présent au maximum. Puis même si ça va avoir eu des impacts, ça va s'être aggravé, mais on peut quand même faire quelque chose. On a quand même un peu de pouvoir dans ça. Là. C'est un peu de redonner le pouvoir finalement aux gens, si on veut. Encore dans la vision du long terme, là, ça peut créer quoi à long terme? Parce que, mettons, tout de suite, on a parlé un petit peu, ça va agir sur notre attention, ça va agir sur notre morale et tout ça, mais à long terme, parce que une dépendance, exemple, à une drogue, à long terme, il peut y avoir des effets, parce que c'est difficile de se débarrasser. Fait qu'à long terme, ça ressemblerait à quoi? Si moi, je suis un adolescent présentement, là, j'ai 15 ans, je réalise pas nécessairement que, j'utilise trop mon cellulaire, je suis comme un petit peu addicté et tout ça. Est-ce que ça va avoir des répercussions dans ma vie adulte après, là? Tout à fait, mais c'est sûr que là, ça dépend. Ça dépend de est-ce que ce jeune-là va à l'école, est-ce que par la suite, dans sa profession quelconque, est-ce que ça va l'affecter au point de vue décrochage scolaire, par exemple, comme quand je parlais d'utilisation intensive, ça a été démontré aussi qu'il y a un lien avec le décrochage scolaire, par exemple. Donc, déjà là, ça, c'est des impacts qui vont le suivre dans sa vie. Ça peut être aussi au niveau des compétences sociales, comment interagir en face à face. C'est sûr que là, en ce moment, en plus, on est déjà isolé et donc ça isole encore plus davantage. Et donc, si ce jeune-là n'a pas nécessairement la capacité d'être capable d'en parler non plus, peut-être avec son environnement immédiat, mais là, ça peut être encore pire. Et donc, le suivre même, ça peut l'affecter au point de vue psychologique, de la déprime. Et bon, il pourrait avoir plusieurs possibilités. C'est quand même assez difficile à dire. C'est comme une étude de cas, mais les impacts, c'est ça, peuvent le suivre dans son emploi aussi par la suite dans sa vie. Là. Si jamais, c'est comme n'importe quelle problématique. Je veux dire, si la problématique n'est jamais adressée, mais c'est sûr que ça va avoir des impacts partout plus tard. Là. Ce qu'on voit, par contre, puis moi, ce qui m'inquiète plus à long terme, en fait, c'est au niveau du développement des enfants. Okay. Les enfants de plus jeune âge. Donc, il y a des recommandations assez spécifiques là, au niveau des enfants de 0 à 2 ans ou de 2 à 5 ans quand on parle de l'utilisation des écrans. Comme par exemple, de 0 à 2 ans, ce n'est pas d'écran, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, il y a des impacts qui ont été notés. Puis là, encore une fois, il y a beaucoup plus de recherches qui doivent être faites dans ce domaine-là, mais au niveau du développement du langage, par exemple. Donc, est-ce qu'on va avoir des enfants qui vont avoir plus de difficultés à ce niveau-là à cause qu'ils ont passé beaucoup plus de temps devant les écrans, à cause qu'il n'y a pas eu d'encadrement à la maison peut-être ou de restrictions en situation de pandémie où le parent doit travailler en plus, peut-être de la maison, n'a pas la possibilité peut-être d'envoyer son enfant à la garderie pendant une période de temps et bon, tout ça. Donc, c'est ça, c'est plus ce niveau-là où la nouvelle gardienne, finalement, ça devient la télévision, l'écran, la tablette. Donc, voilà. Et tu parlais 0-2 ans, pas d'écran. C'est quoi les recommandations par rapport à l'âge? Parce que c'est souvent un sujet de discussion là, entre parents. Moi, je sais pas, mon pré-ado a un cellulaire à tel âge, puis là, il y en a qui disent, moi, jamais avant tel âge. C'est quoi qu'on devrait suivre comme directive? Donc, quand on parle de 0 à 2 ans, c'est pas d'écran du tout. Par la suite, en fait, quand on parle de 2 à 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est environ une demi-heure. De 5 à 12 ans, 1 heure. Et 12 ans et plus, 2 heures maximum par jour. Donc, consacré, là, quand on parle de temps de loisirs, c'est sûr que là, en ce moment, il y a des parents qui vont me dire, mais là, mon enfant doit être éduqué à la maison à travers les écrans. C'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact au niveau de la sécheresse oculaire, l'impact de la lumière bleue. Bon, ça a un impact quand même. Mais si en plus de ça, quand le cours est fini, l'enfant se connecte encore, bien là, les impacts sont encore plus grands.
on parle beaucoup des enfants, on parle des jeunes, on parle des ados. C'est vrai qu'on n'exagère pas ouais, est-ce qu'on exagère en disant que c'est les ados qui sont les plus susceptibles? Puis si oui, ben si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est les jeunes? Ils sont en période de transition, ils vivent plein de choses au niveau même de leur développement personnel, hein, donc hormonal, donc comment ils se sentent, composés avec leur identité, avec leurs émotions, la gestion de ces émotions-là. Et en plus de ça, souvent, c'est cette transition de 6e année où je suis le king de ma classe. Je rentre au secondaire, secondaire 1. Là, à ce moment-là, je n'ai plus vraiment d'identité dans cet établissement-là. Je dois essayer de me retrouver aussi. Toutes ces choses-là, puis que ça soit la même chose aussi au niveau d'école secondaire et transition au cégep, toutes les périodes de transition aussi sont encore plus fragiles, là, fragilisantes là, au niveau de la personne, de comment elle se sent. Et donc, c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus influencés là, par ces impacts, les risques liés aux écrans. Ça me fait penser, puis j'allais dire c'est peut-être un peu hors contexte, mais dans le fond, ça ne l'est pas tant. Puis je peux imaginer à cet âge-là aussi, là, pour d'être accro aux écrans, là, la pornographie doit venir jouer un jeu, là, un rôle, c'est-à-dire dans le contexte où, bon, on sait, là, à l'adolescence, les hormones, tout ça, puis il semble... Je ne veux pas être cliché, mais ça rejoint plus les garçons. Là, mais j'imagine que ça aussi, ça a un rôle à jouer par rapport à l'addiction aux écrans. Oui, ça peut être un type, oui, tout à fait, un type d'activité aussi qui peut causer encore plus de problématiques. Comme je mentionnais, il y a différents types d'activités en ligne et ça en fait partie. Et tout à fait, comme tu mentionnes, c'est l'accessibilité en tout temps. Et encore une fois, c'est l'image que ça l'envoie de qu'est-ce que c'est en virtuel et qu'est-ce que c'est en vrai. Là, il y a des différences et là, il y a des pressions de performer, de répliquer un peu ce qu'on voit. Donc, oui, c'est sûr que ça aussi, ça l'emmène son lot de problématiques. J'ai entendu déjà là, des éducateurs spécialisés là, dans des écoles qui ont vécu des situations avec des jeunes que c'était exactement ça, là, des difficultés en lien avec ça. Mais est-ce que les ados aussi sont plus susceptibles au fameux phénomène des likes, là, tu sais, bon, j'écris quelque chose, je mets une photo, là, l'approbation, ouais, se faire valider. Hein? Ça. On a tout ça, en fait. On veut tous se faire valider. C'est pas juste les jeunes, mais les jeunes, encore une fois, sont plus fragiles à ça. Et donc, oui, là, je me rappelle qu'Instagram voulait enlever ça. Je ne sais pas si ça a été fait ou non, mais qu'il y avait eu des discussions par rapport à ça, dans le fond, parce que l'effet de se faire liker et que ça soit ça, finalement, qui me dise si je suis bien ou si je ne suis pas bien, ça a un très grand impact là, au niveau des jeunes qui passent beaucoup de temps en ligne sur ces applications-là. Donc, oui. C'est sûr, mais ça, encore une fois, c'est ça. Il faut l'aborder. Il faut l'aborder, ce besoin-là de validation, mais pas comme étant spécifique aux jeunes, que c'est pas normal qu'ils veulent ça. C'est normal qu'ils veulent ça. C'est de normaliser un peu ça, mais de parler de la façon de l'avoir, là, finalement. Est-ce que vraiment c'est à travers les écrans qu'on veut se faire valider? Est-ce que c'est si important que ça que des gens qu'on ne connaisse pas viennent liker ou non? Tu touches à un point. Ouais, à quelque part, c'est comme si on est comme, j'ai l'impression, pas fait pour dealer avec ça, dans le sens que je vais aller loin, là, mais dans l'évolution, en quelque part, on n'a jamais eu à faire face à une situation où est-ce qu'on doit être approuvé par 25-30 personnes par jour, dans le sens que normalement, nos contacts sociaux, ça se limitait à, je sais pas, moi, tu rencontrais 5-6 personnes, quelqu'un va dire, je sais pas, mais c'est beau ce que tu portes ce matin. Bien, en temps normal, c'était comme ça, mettons qu'on était habitué, alors que là, on passe à un compliment, mettons, dans ta journée, à 50 likes dans ta journée, qui ne doit pas être ça ne doit pas être normal, j'imagine, dans l'évolution de notre cerveau, là, tout d'un coup, là, j'ai besoin de l'approbation de tant de monde, tu sais. Non, tout à fait. Puis non, c'est comme tu dis,
c'est ça, ça va loin. Ce que tu amènes, c'est vrai que même moi, je pense que je n'y ai pas pensé autant, mais qu'avant, c'est ça, nos interactions étaient quand même assez limitées, tandis que maintenant, c'est ça, on peut se faire dire quelque chose de positif le matin, 2 heures plus tard, quelque chose de complètement négatif. Là, on met une photo, il n'y a pas personne qui like ou quelqu'un met un commentaire haineux. Ça va loin, là, ça va vraiment loin. Donc, effectivement, peut-être qu'au niveau de comment que psychologiquement, l'espace, en fait, c'est plus ça aussi, c'est l'espace que ça vient prendre dans notre tête par rapport à ça. Là. Ça vient déplacer tout le reste et ça devient prioritaire, surtout pour des jeunes où ils sont en quête d'identité, sont en quête d'approbation encore plus. Donc, c'est ça, essayer de se créer sa personne dans tout ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, puis ça, ce n'est qu'un début, comme tu mentionnes. Au niveau de l'attention aussi, là, on l'a effleuré, mais le fait que, on va dire, mettons, on swipe, là, on va regarder un titre d'article, on le passe. Dans les vidéos, j'avais écouté ou j'avais lu quelque chose qui disait notre temps d'attention à regarder, même à écouter de la musique ou à regarder une vidéo est de plus en plus court à cause de la façon qu'on utilise justement, pour revenir à la façon de l'utiliser, où est-ce qu'on va regarder un titre, on va le passer, on va écouter un petit bout de vidéo, on va le passer parce qu'il y en a tellement qu'on peut regarder. Ça affecte, je pense, notre capacité de rester attentif là, à quelque chose de plus long, par exemple. Oui. En fait, c'est ça. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. En ce moment, c'est pas de noir et blanc. C'est ça qui est difficile à dire. Mais en effet, il y a quand même certaines associations entre le temps, c'est ça, qu'on passe à scroller, surtout pour un jeune en développement ou un enfant en développement, et la capacité à rester attentif et à se concentrer dans le futur. Donc, tout à fait. On est surstimulé, c'est un petit peu ça que je mentionnais tantôt. Et c'est constant. Donc, on est bombardé et c'est ça. À la fin, ça peut avoir un impact. Mais encore une fois, il faut se garder une petite réserve. Il y a encore des recherches là, à faire par rapport à ça pour vraiment voir le lien. Mais moi, ce que je tiens à dire, par contre, puis ça, il y avait une étude qui avait été faite que j'avais trouvée très intéressante, c'est au niveau de notre capacité d'attention. Juste la présence, par exemple, d'un cellulaire sur la table quand on est en train de jaser, ça a été prouvé, a un impact sur la concentration de la personne, donc dans l'immédiat. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'on le sait qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. On le sait qu'on aurait la possibilité d'aller regarder quelque chose d'autre. Donc ça, au niveau aussi des jeunes ou des enfants, c'est la même chose aussi, avoir une tablette sur le divan à côté on va dire, on est en train de manger, mais il la voit, la tablette, il sait qu'il pourrait être en train de regarder quelque chose d'autre, donc ça va venir prendre un peu d'espace de concentration pendant qu'il est en train de faire autre chose. Donc ça, c'est assez intéressant, là, juste de savoir que la présence, on n'a même pas besoin d'y toucher, on n'a même pas besoin de l'activer, que déjà là, ça a un impact sur nous. Là. Ça crée une attention divisée, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis on pourrait revenir au site là, en même temps, mais dans un exemple comme celui-là, l'appareil est proche, c'est accessible, tout ça, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer notre relation avec notre appareil? Là? Bon, déjà dans l'exemple que je donnais là, le fait de serrer son cellulaire, c'est drôle parce que je me souviens avec une de mes collègues, on avait jasé ce sujet-là il y a 2 ans à peu près, puis je l'ai serré dans le tiroir en donnant un exemple. Et ce jour-là, je suis partie à la maison sans mon cellulaire du bureau, parce que j'ai complètement oublié qu'il était là. Donc déjà là, de le ranger a beaucoup moins d'impact sur nous. Quand on veut vraiment être focus, concentré, être en train de faire quelque chose, une tâche, on est peut-être mieux de le mettre de côté. Par exemple, si je veux, puis là, je travaille sur des écrans, si je veux être en train de faire quelque chose et que j'ai mon Outlook ouvert et que je vois le pop-up de mes courriels qui rentrent constamment, bien, constamment, je vais être dérangée et mon fil de pensée va s'en aller à qu'est-ce que je vois rentrer versus qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, si je veux être plus dédiée à ma tâche, je vais fermer carrément mon courriel. Donc, c'est plus d'aller dans les paramètres de nos outils technologiques
s'assurer finalement que, par exemple, moi, mes notifications sont fermées. Donc, si je ne veux pas être sollicitée, je vais fermer finalement. Et après ça, si je rouvre Facebook, je choisis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Je ne choisis pas de le faire parce que je réponds par réflexe à un automatisme. Donc, c'est ça que je veux dire par reprendre le contrôle. Il y a des configurations qu'on peut faire sur le site posetonecran.com. C'est vraiment configurer tes appareils. Tu as toute la liste de possibilités. La lecture automatique, Netflix. Si on ne veut pas faire de binge-watching, on pourrait peut-être arrêter la lecture automatique, s'assurer qu'on ne voit pas le 5 secondes. « Ah, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans la prochaine épisode. Okay, ouais. De prendre la décision de regarder la prochaine si je veux, mais au moins, je ne suis pas influencée nécessairement par eux. Je me fais prendre tout le temps. Oui, ben, t'es pas le seul. Donc, c'est pensé de cette façon-là. C'est juste d'être conscient que c'est pensé de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire pour m'assurer que je garde, que je maintiens moi-même le contrôle de ce que je veux et de ce que je veux pas faire. On peut faire le ménage aussi par exemple, si il y a des applications qui prennent trop de temps. J'ai, je sais pas, Candy Crush ou n'importe quoi d'autre là, sur mon cellulaire qui prend trop d'espace dans ma vie, puis je veux réduire le temps que j'y accorde, je vais le mettre dans un dossier. À place de le mettre sur mon écran d'accueil, je vais aller le cacher. Et ça, le quelques secondes de plus que ça va me prendre pour aller le chercher, ça va me faire penser, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je peux être en train de faire autre chose? Donc, il y a plein de petits conseils comme ça. Ça, c'est par rapport aux appareils, mais c'est sûr qu'après ça, par rapport au temps que j'y consacre, je peux choisir aussi d'instaurer des moments sans écran dans ma vie, d'essayer de me faire une routine où je décide de faire quelque chose, de laisser mon cellulaire à la maison. Même si c'est difficile de faire ça, surtout en temps de pandémie, mais je peux quand même choisir de le faire à certains moments. En quelque part, dans le fond, le mot d'ordre, en quelque part, ce serait de dire bon, je prends le contrôle sur mon appareil plutôt que d'avoir que l'appareil ait le contrôle sur moi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Que ça serve. À la base, c'était censé être un outil. Donc, un outil, on en a plein d'autres dans notre boîte à outils, mais si on sert toujours du même, à un moment donné, on oublie l'utilité des autres. Donc, c'est juste de s'assurer finalement qu'on varie. Puis j'imagine aussi on peut contrecarrer, non, pas, je ne sais pas exactement le bon terme, mais pour aller à l'encontre de ces habitudes-là, de se donner du temps à des activités qui font le contraire. Exemple, je t'en ai parlé un petit peu avant de rentrer en ondes, de dire, ben regarde, je vais m'attaquer à lire un livre plutôt que de lire, mettons, des petits articles courts, parce que pour revenir à l'exemple qu'on disait, je m'étais rendu compte à un certain temps que j'ai rendu, OK, j'ai de la difficulté à lire, à rester attentif à la lecture d'un livre que j'aime, là. Fait que peut-être, je ne sais pas, mais ça doit aider, j'imagine, de faire justement, de se dire, je prends un temps pour lire ou je prends un temps pour faire une activité de longue durée qui n'est pas un écran, là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que tu dis, ça va à l'encontre parce que maintenant, même sur les sites, quand on va lire un article, on a des fois la durée de temps que ça prend. On a une barre qui nous dit « Continue à lire parce que tu as presque fini. » Et à la fin, on a même « Si tu n'as pas eu le temps de tout lire, voici 3 points à retenir. » Tellement parce que les gens ne lisent plus. Donc, c'est comme on veut être sûr qu'on te donne cette information-là de façon raccourcie. Mais en même temps, comme tu dis, de s'habituer à prendre un moment pour faire quelque chose qui est peut-être plus demandant, mais qui est gratifiant aussi, ça peut être positif, là, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire tout le temps, mais juste si on ne le planifie pas ou si on ne le fera jamais. Donc, juste de le prévoir à certains moments, comme avoir une petite routine, ça peut aider. Bien, je recommande fortement, en tout cas, d'aller visiter posetonecran.com. Vraiment, je trouve que c'est bien fait. Facile d'accès à lire, justement, ça se lit rapidement. Puis, l'information est facile d'accès. Caroline, je te dis un gros merci d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis, j'ai hâte de voir à long terme ce que ça va donner, justement, notre situation. On en a parlé là, présentement pour la pandémie, mais peut-être un jour, on aura la chance de s'en reparler. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.